Ce vendredi, le secrétaire d'État Antony Blinken a été interrogé sur la position américaine concernant l'attaque contre l'Iran. Il n'a pas confirmé si les États-Unis avaient été prévenus à l'avance par Israël, mais a déclaré que les États-Unis ne sont pas impliqués dans cette action et ne vont pas s'impliquer. Cela a été dit non seulement par lui, mais aussi par le président Biden. L'Iran affirme qu'une base militaire aérienne a été touchée dans la région centrale, mais les dommages ont été minimes. Il n'y a toujours pas d'informations claires sur le type d'armement utilisé. La position américaine, qui déclare ouvertement ne pas soutenir une contre-attaque, laisse une certaine image à la communauté internationale. Sans aucun doute, c'est une situation très difficile pour les États-Unis. L'alliance avec Israël est un pilier de la politique étrangère américaine et l'a été depuis les années 60. C'est un consensus entre les deux grands partis, les républicains et les démocrates. Mais cela devient plus difficile pour les démocrates car il y a de nombreux groupes qui votent pour ce parti, en particulier les plus jeunes, qui remettent beaucoup en question l'alliance avec Israël. Le gouvernement Biden a tenté de maintenir ce soutien à Israël, mais conditionné à une série d'exigences. Mais cela n'a pas fonctionné car, en pratique, le gouvernement d'Israël a agi de manière unilatérale, sans accepter ces conditions que les États-Unis ont tenté d'imposer. En parlant un peu de l'Amérique latine, nous avons vu des pays comme le Brésil et le Mexique adopter une posture un peu plus prudente concernant cet échange d'attaques entre l'Iran et Israël. Le Chili a condamné plus ouvertement ce que l'Iran a fait la semaine dernière et l'Argentine se positionne fermement aux côtés d'Israël dans cette affaire, et aussi aux côtés des États-Unis. D'ailleurs, cette semaine, l'Argentine a fait une demande formelle pour rejoindre l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. C'est la deuxième fois que l'Argentine fait cela, elle avait déjà tenté dans les années 90. Dans le contexte actuel, le président Javier Milei s'est positionné comme le plus pro-occidental des présidents d'Amérique latine. Cela se traduit par un fort soutien à l'Ukraine dans la guerre contre la Russie et un soutien significatif à Israël. Milei a tenté de se présenter aux États-Unis et à l'Union européenne comme un interlocuteur plus favorable en Amérique latine. Dans une interview récente, le président Zelensky a critiqué le Brésil, se plaignant de n'avoir jamais été invité à visiter le pays, tandis que Milei l'a invité et il a été en Argentine pour l'investiture de Milei. Cela montre la perception de nombreux acteurs impliqués dans ces grands conflits que l'Amérique latine a de l'importance. L'Iran affirme qu'une base militaire aérienne a été touchée dans la région centrale, mais les dommages ont été minimes. Il n'y a toujours pas d'informations claires sur le type d'armement utilisé. L'image qui reste à la communauté internationale de la position américaine est qu'ils ne soutiennent pas une contre-attaque. Biden a appelé Netanyahou et a dit clairement « Ne faites pas ça, nous ne soutenons pas, nous ne voulons pas ». Mais, au final, cela a quand même eu lieu. Sans aucun doute, c'est une situation très difficile pour les États-Unis. L'alliance avec Israël est un pilier de la politique étrangère américaine depuis les années 60 et c'est un consensus entre les deux grands partis, les républicains et les démocrates. Dans un contexte d'une élection présidentielle très disputée entre Biden et l'ancien président Trump, la question du Moyen-Orient et des guerres aura certainement un poids très important. Ce qui reste vraiment dans l'opinion publique internationale, c'est cette perception que le gouvernement d'Israël fera ce qu'il juge nécessaire pour défendre ses intérêts, indépendamment de la pression exercée par les États-Unis. En parlant un peu de l'Amérique latine, nous avons vu des pays comme le Brésil et le Mexique adopter une posture un peu plus prudente concernant cet échange d'attaques entre l'Iran et Israël. Le Chili a condamné plus ouvertement ce que l'Iran a fait la semaine dernière et l'Argentine se positionne fermement aux côtés d'Israël dans cette affaire, et fermement aussi aux côtés des États-Unis. Il est clair que le pouvoir d'influence de l'Amérique latine dans une question comme celle-ci est assez limité, mais ce type de scénario sert pour que les pays se positionnent pour envoyer des messages au reste du monde. D'ailleurs, cette semaine, l'Argentine a fait une demande formelle pour rejoindre l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, cette grande alliance militaire qui réunit les États-Unis, l'Europe, la Turquie et le Canada. C'est la deuxième fois que l'Argentine fait cela, elle avait déjà tenté dans les années 90. Bien que l'Amérique latine ne soit pas un acteur central dans ce type de conflit, elle a un poids particulier, surtout un pays comme le Brésil, qui est l'une des plus grandes économies du monde et un membre des BRICS. Le Brésil est là avec des pays comme la Russie et l'Iran, mais cherche également à avoir une relation profonde avec l'Union européenne et les États-Unis. Cependant, l'Amérique latine est actuellement prise et concentrée sur ses propres crises domestiques, comme la crise économique en Argentine et la crise politique au Venezuela.
Cela a diminué l'influence latino-américaine dans les forums internationaux. Il y a aussi des interrogations concernant la position du Brésil. Lorsque l'attaque a eu lieu le dernier samedi, la note publiée par l'Itamaraty a été critiquée. Avec les nouveaux développements, certains croient que la position du Brésil doit changer par rapport au conflit. Le ministre Mauro Vieira a pris la parole au Conseil de sécurité de l'ONU et a de nouveau demandé une position internationale plus forte contre Israël. C'était avant l'attaque en Iran, mais il est important d'évaluer la position du Brésil face aux conflits internationaux. Ce que le Brésil a fait depuis le début de la crise, ce sont des déclarations très génériques condamnant la violence et le terrorisme et disant qu'il ne devrait pas y avoir de guerre. Cependant, ces positions ont été critiquées pour être trop génériques et trop faibles face à une situation de crise aussi profonde. Ces dernières années, le Brésil est entré de manière très forte dans des articulations diplomatiques avec la Russie et l'Iran, principalement à travers les BRICS. Cependant, il n'y a pas eu de discussion plus approfondie au Brésil sur ce que cela signifie pour notre politique étrangère en termes de risques et de valeurs impliquées. La Russie est un partenaire économique important pour le Brésil, mais il est nécessaire d'évaluer ce que cela signifie pour l'avenir. L'Iran se présente comme un marché prometteur pour l'agro-industrie brésilienne. Cependant, il faut peser jusqu'à quel point il est avantageux pour le Brésil de se rapprocher autant de la Russie et de l'Iran, surtout dans un contexte mondial plein de conflits. Après tout, l'Union européenne, Israël et les États-Unis sont également des partenaires commerciaux importants pour le Brésil, en plus d'être des sources d'investissement et de technologies avancées, y compris dans le secteur militaire. Ce sont des dilemmes que la société brésilienne doit débattre de manière plus approfondie. Pas seulement le gouvernement ou le ministère des Affaires étrangères, mais aussi le Congrès, les universités et la presse. Il est essentiel que nous puissions tous comprendre les intérêts nationaux brésiliens impliqués dans ce type de conflit. Au milieu du gouvernement de Meni, un scénario émerge où le président Javier Milei cherche à se positionner comme le plus pro-occidental des présidents d'Amérique latine. Cela se traduit par un fort soutien à l'Ukraine dans la guerre contre la Russie et un soutien significatif à Israël. Milei tente de se présenter aux États-Unis et à l'Union européenne comme un interlocuteur plus favorable en Amérique latine. Cette semaine, le président Zelensky a critiqué le Brésil dans une interview, se plaignant de n'avoir jamais été invité à visiter le pays, tandis que Milei l'a invité et il a été en Argentine pour l'investiture de Milei. Cela montre la perception de nombreux acteurs impliqués dans ces grands conflits que l'Amérique latine a de l'importance. Bien que l'Amérique latine ne soit pas un acteur central dans ce type de conflit, elle a un poids, en particulier un pays comme le Brésil, qui est l'une des plus grandes économies du monde et un membre des BRICS. Le Brésil cherche à avoir une relation profonde avec l'Union européenne et les États-Unis. Cependant, l'Amérique latine est actuellement prise et concentrée sur ses propres crises domestiques, comme la crise économique en Argentine et la crise politique au Venezuela. Lorsque l'attaque a eu lieu le dernier samedi, la note publiée par l'Itamaraty a été critiquée. Il y a des opinions selon lesquelles il devrait y avoir une position plus dure envers l'Iran. Avec ces nouveaux développements, il y a un changement dans le scénario de la position que le Brésil devrait avoir par rapport au conflit. Hier, le ministre Mauro Vieira a pris la parole au Conseil de sécurité de l'ONU et a de nouveau demandé une position internationale plus forte contre Israël. Ce que le Brésil a fait depuis le début de la crise, ce sont des déclarations très génériques condamnant la violence et le terrorisme, disant qu'il ne devrait pas y avoir de guerre. Cependant, ces déclarations ont évité de pointer directement qui est responsable de quoi. Par exemple, le Brésil ne considère pas le Hamas comme un groupe terroriste, en grande partie parce que l'ONU ne le considère pas non plus. Mais ces positions brésiliennes ont été critiquées pour être trop génériques et trop faibles face à une situation de crise aussi profonde. Ces dernières années, le Brésil est entré de manière très forte dans des articulations diplomatiques avec la Russie et l'Iran, principalement à travers les BRICS. Cependant, nous n'avons pas eu au Brésil une discussion plus approfondie sur ce que cela signifie pour notre politique étrangère en termes de risques et de valeurs impliquées. La Russie est un partenaire économique important pour le Brésil. L'Argentine, même en pleine crise terrible, a décidé d'investir 300 millions de dollars pour acheter des avions de chasse d'occasion au Danemark. Cela a créé une grande division parmi les péronistes qui soutenaient qu'un accord avec la Chine serait plus avantageux, car les avions seraient neufs. Il y a des rumeurs selon lesquelles les États-Unis sont intervenus pour diminuer l'influence chinoise, en encourageant peut-être le Danemark à vendre les avions à l'Argentine à des conditions favorables.
Il y a déjà des questions sur le fait que l'Argentine finira par avoir plus d'avions de chasse que le Brésil à long terme, indépendamment de la qualité de ces avions. De plus, l'Argentine achète des avions de chasse sans transfert de technologie, contrairement à ce que fait le Brésil. L'Argentine s'arme, peut-être avec la perspective de collaborer avec l'OTAN. Comment cela va-t-il influencer la relation entre les deux pays? Dans le passé, le Brésil et l'Argentine ont eu leurs différends militaires. Le Brésil a une coopération militaire très forte avec les pays de l'OTAN, les États-Unis et les pays européens. Par exemple, les avions de chasse brésiliens sont majoritairement suédois ou français. Le Brésil construit une série de sous-marins avec la France, y compris un sous-marin nucléaire. La coopération militaire de l'Argentine avec l'OTAN a été beaucoup plus difficile, principalement en raison des conséquences de la guerre des Malouines en 1982. Pendant de nombreuses années, il y a eu des embargos sur les armes et l'Argentine ne pouvait pas acheter ce type d'armement sophistiqué. Cela a commencé à changer dans les années 90, précisément avec le gouvernement Menem et son alignement avec les États-Unis. Ce que j'ai observé au cours des premiers mois du gouvernement du président Milei, c'est qu'il essaie une nouvelle version de cet alignement avec les États-Unis et l'Europe. L'Iran apparaît comme un marché prometteur pour l'agro-industrie brésilienne. Cependant, il est nécessaire de réfléchir jusqu'à quel point il est bénéfique pour le Brésil de se rapprocher autant de la Russie et de l'Iran, surtout dans un contexte mondial plein de conflits. Après tout, l'Union européenne, Israël et les États-Unis sont également des partenaires commerciaux significatifs pour le Brésil, en plus d'être des sources d'investissement et de technologies avancées, y compris dans le secteur militaire. Ce sont des dilemmes que la société brésilienne doit débattre de manière plus approfondie. L'Iran apparaît comme un marché prometteur pour l'agro-industrie brésilienne. Cependant, on se demande jusqu'à quel point il est avantageux pour le Brésil d'être si proche de la Russie et de l'Iran dans un scénario de conflits mondiaux. Après tout, l'Union européenne, Israël et les États-Unis sont également très importants pour le Brésil en termes de commerce, d'investissement et d'accès à des technologies avancées, y compris dans le domaine militaire. Ce sont des dilemmes que la société brésilienne doit mieux débattre. Non seulement le gouvernement ou le ministère des Affaires étrangères, mais aussi le Congrès, les universités et la presse. Il est nécessaire de comprendre les intérêts nationaux brésiliens impliqués dans ce type de conflit. Il y a des rumeurs selon lesquelles les États-Unis sont intervenus dans la dispute, appelant peut-être le Danemark et demandant qu'il vende les avions à l'Argentine à des conditions favorables pour qu'il n'achète pas de la Chine. Et l'Argentine a fait exactement cela. Il y a déjà des gens qui se demandent si l'Argentine n'aura pas à long terme plus d'avions de chasse que le Brésil, indépendamment de la qualité de ces avions. Et il y a aussi des questions sur l'achat d'avions de chasse sans transfert de technologie, comme le fait le Brésil. L'Argentine s'arme, peut-être dans la perspective de collaborer avec l'OTAN. Comment cela influencera-t-il la relation entre les deux pays? Dans le passé, le Brésil et l'Argentine ont eu leurs différends militaires. Le Brésil a une coopération militaire très forte avec les pays de l'OTAN, les États-Unis et les pays européens. Par exemple, les avions de chasse brésiliens sont majoritairement suédois ou français. Le Brésil construit avec la France une série de sous-marins, y compris un sous-marin nucléaire. L'Ukraine, un pays qui fait face à une guerre constante, a encore des alertes d'attaque presque quotidiennes. Cependant, la situation semble être un peu plus sous contrôle qu'il y a 2 ans, lorsque la guerre a commencé. Le président Zelensky, qui a été le visage de cette résistance, a fait face à des défis significatifs. Zelensky, qui a déjà fait la couverture de magazines aux côtés de son épouse, la première dame Olena Zelensky, est vue par beaucoup comme une figure de pop star. Cette perception a conduit à un certain niveau d'arrogance, en particulier en ce qui concerne ses relations diplomatiques. Beaucoup croient qu'il s'attend à ce que le Brésil suive immédiatement ce qu'il dit. Cependant, la réalité est que la vie de Zelensky est tout sauf glamour. Pour des raisons de sécurité, il passe des jours et des nuits dans des lieux inconnus du public. Bien qu'il ait la possibilité de dormir dans une chambre dans le bâtiment du gouvernement, l'information sur où il dort et comment il se déplace est gardée secrète, car il fait face à un ennemi qui possède l'un des services de renseignement les plus efficaces au monde, la Russie. La question qui demeure est, quel avenir pour la relation entre l'Ukraine et le Brésil? La réponse à cette question dépend beaucoup de l'évolution de cette guerre et du rôle que Zelensky continuera à y jouer. La situation est tendue. La direction de la Chambre est en danger, car l'insistance sur l'approbation est intense. La Maison-Blanche soutient que c'est essentiel.
Ce qui se passe au Congrès et ce qui va se passer à la Maison-Blanche à partir de l'année prochaine dépendent du résultat des élections. L'atmosphère au sein du gouvernement ukrainien, en particulier le président Zelensky, est d'incertitude quant à qui sera à la Maison-Blanche l'année prochaine. Il y a une fatigue apparente à approuver un paquet financier après l'autre pour aider l'Ukraine. Ils savent que si l'argent ne vient pas, il n'y a aucun moyen de gagner la guerre. Si les armes des États-Unis n'arrivent pas, ils ne peuvent pas poursuivre la défense du pays. Nous parlons non seulement de renverser la situation, mais d'égaliser le jeu qui est aujourd'hui favorable à la Russie. L'Iran apparaît comme un marché prometteur pour l'agro-industrie brésilienne. Cependant, la question se pose, est-il bénéfique pour le Brésil d'être si proche de la Russie et de l'Iran dans un contexte de conflits mondiaux? Après tout, l'Union européenne, Israël et les États-Unis sont vitaux pour le Brésil en termes de commerce, d'investissement et d'accès à des technologies avancées, y compris militaires. Ces dilemmes doivent être débattus par la société brésilienne. Pas seulement par le gouvernement ou le ministère des Affaires étrangères, mais aussi par le Congrès, les universités et la presse. Il est crucial de comprendre les intérêts nationaux brésiliens dans ce type de conflit. Il y a une grande préoccupation de leur part. Nous avons discuté de ce sujet avec le président Zelensky hier. Il a dit que les armes arriveraient. Il a admis que ce n'est pas un bon moment pour l'Ukraine dans cette guerre. Aujourd'hui, certaines organisations internationales qui surveillent la sécurité de leurs propres employés observent la quantité de missiles et de drones que le gouvernement ukrainien parvient à intercepter. C'était entre 80 et 90% l'année dernière, aujourd'hui parfois c'est 60%. Ainsi, ils interceptent beaucoup moins de drones et de missiles aujourd'hui. La tactique de la Russie a été de stresser le système de défense ukrainien d'abord avec une vague de drones, une première vague de missiles, une troisième vague de missiles, sachant la faiblesse du système de défense de ce pays en ce moment. Ainsi, l'Ukraine sait que si une aide constante n'arrive pas, cela ne peut pas être juste un paquet, cette aide doit continuer à arriver. Sinon, il n'y a aucun moyen d'au moins égaliser cette guerre. C'est la grande question de ce pays, cela ne dépend pas seulement d'eux, cela dépend des Européens, mais surtout des États-Unis. Pat et Marcelo, avez-vous des considérations finales? Nous approchons de la fin de l'émission. Nous sommes passés très vite ici, beaucoup d'informations. Les images que Sergio a montrées maintenant pour moi étaient incroyables. Je pense que nous pouvons en apporter plus dans les prochaines éditions. Ce fut un privilège de parler avec vous, Aël, Sergio, Patricia, également dans ma première participation ici sur la carte du monde. C'est aussi un privilège de parler à tous ceux qui nous suivent sur Internet. Cela me rend vraiment très heureux et j'espère pouvoir contribuer à ce débat à partir de maintenant, en apportant toujours la perspective latino-américaine à ces conversations internationales. Merci beaucoup à tous. Merci Marcelo, ce fut un honneur, un très grand honneur de participer avec vous aujourd'hui et à un moment si spécial, professionnellement si spécial d'être ici en Ukraine, de venir d'une interview aussi importante que celle avec le président Zelensky et à un moment si important que de partager ici avec Marcelo Torres et de refaire cette histoire ici. Lee, qui vient de loin, tu vois Marcelo Torres, Patricia Vasconcelos, Sergio, vient depuis le Minas Gerais, merci à vous, bonne corbeille, bon fil, merci. Très honorée, très heureuse, oui, non très heureuse, exactement, de partager l'écran avec ces deux géants du journalisme télévisé brésilien, en plus de mes amis personnels, ce sont deux professionnels que j'ai toujours admirés et que j'admire beaucoup. Je suis très heureuse que notre programme compte maintenant aussi sur le représentant de la stature de Marcelo Torres pour parler de notre chère Amérique latine. Alors un bisou à tout le monde qui a suivi la carte du monde. On se retrouve vendredi prochain. Louise Weber, je pense que tu seras de retour, n'est-ce pas Louise, et toi aussi dans l'émission, exactement, un bisou à tout le monde. L'Iran, un marché émerge pour l'agro-industrie brésilienne, soulève une question intrigante. Est-il avantageux pour le Brésil de s'aligner si étroitement avec la Russie et l'Iran dans un contexte de conflits mondiaux? Après tout, l'Union européenne, Israël et les États-Unis sont vitaux pour le Brésil en termes de commerce, d'investissement et d'accès à des technologies avancées, y compris militaires. La relation du Brésil avec la Russie et l'Iran. Dans un contexte de conflits mondiaux, est-il avantageux pour le Brésil de s'aligner si étroitement avec ces pays? Après tout, l'Union européenne, Israël et les États-Unis sont vitaux pour le Brésil en termes de commerce, d'investissement et d'accès à des technologies avancées, y compris militaires.
Ce que l'on voit dans les premiers mois du gouvernement du président Milei, c'est qu'il essaie une nouvelle version de cet alignement avec les États-Unis et l'Europe. La possibilité de gouverner le reste du pays est une question qui a été considérée par beaucoup, y compris par certains citoyens ukrainiens. La situation actuelle est complexe et difficile. La dernière contre-offensive, qui a eu lieu au printemps dernier, n'a pas abouti à des avancées significatives. Pour récupérer les territoires à l'est du pays et en Crimée, une opération militaire sans précédent serait nécessaire, bien plus importante que tout ce qui s'est passé au cours des 2 dernières années. Aujourd'hui, l'Ukraine ne dispose pas des armements nécessaires pour une telle opération. La seule façon que cela se produise serait par une intervention directe des États-Unis et des pays européens, ce qui probablement ne se produira pas. Malgré les suggestions du président Zelensky selon lesquelles des troupes pourraient être envoyées en Ukraine, cela reste encore une possibilité. Hier, Zelensky a abordé 2 sujets que je trouve très intéressants concernant la guerre. Quand je lui ai demandé à propos d'Israël, il a dit que des avions des États-Unis, de France et du Royaume-Uni ont été utilisés avec leurs pilotes et soldats pour combattre la menace iranienne contre Israël. Il croit que cela pourrait aussi se produire en Ukraine. Il pourrait utiliser l'espace aérien de l'Union européenne pour intercepter les missiles que la Russie lance depuis son territoire. Zelensky croit que des troupes peuvent venir en Ukraine, pas nécessairement pour combattre, mais au moins pour entraîner les soldats ukrainiens qui aujourd'hui sont obligés d'aller dans d'autres pays pour recevoir une formation. Cela améliorerait la logistique. Cependant, la situation aujourd'hui est très difficile, à moins qu'il y ait une super escalade militaire de l'un des côtés. La Russie aura également des difficultés à avancer plus à l'ouest. Elle peut causer des ravages avec des missiles et des drones, mais avancer territorialement sera difficile. Et l'inverse est encore plus vrai. L'Ukraine aura du mal à reprendre une partie de ses territoires s'il n'y a pas une action militaire sans précédent. Dans le chat, plusieurs commentaires parlent en général, demandant à propos du Brésil et de la question de Lula. Cela a également été un point abordé dans l'interview. Zelensky a mentionné que ce serait une grande erreur une possible rencontre entre Lula et Poutine. Le premier voisin est simple. J'espère que vous viendrez en juin découvrir l'ATT en Suisse. Ceux qui viendront, vous saurez. Soyez intelligents, je vous inviterai. Maintenant, avant la pause, ailleurs, il a refusé de prononcer le nom de la Russie. Ailleurs, j'ai remarqué qu'il a réfléchi un peu avant de répondre. Au milieu des turbulences politiques et de l'imminence de changements significatifs, la direction de la Chambre fait face à un moment décisif. L'insistance sur l'approbation de mesures cruciales met en péril sa permanence, tandis que la Maison-Blanche soutient l'essentialité de ses actions. Ce qui se déroule au Congrès n'est qu'une face de la pièce, l'autre est dans l'attente de ce qui émergera de la Maison-Blanche l'année prochaine, après les élections. Au cœur du gouvernement ukrainien, l'incertitude est omniprésente. Le président Zelensky, en particulier, fait face au doute sur qui occupera la Maison-Blanche dans un avenir proche et à l'épuisement face à la nécessité continue de soutien financier. L'Ukraine est consciente, sans le soutien monétaire et militaire des États-Unis, la victoire dans la guerre est un mirage lointain. Il ne s'agit pas seulement de renverser la situation, mais d'atteindre un équilibre précaire qui penche aujourd'hui du côté russe. L'inquiétude est palpable. En conversation avec le président Zelensky, il reconnaît le moment adverse, admettant que ce n'est pas l'idéal pour l'Ukraine. Les statistiques sont révélatrices, la capacité du gouvernement ukrainien à intercepter les missiles et les drones a drastiquement diminué, passant d'une efficacité de 80 à 90% l'année précédente à de simples 60% à certains moments actuels. La stratégie russe de surcharger le système de défense ukrainien a été impitoyable, lançant des vagues successives d'attaques aériennes. L'Ukraine sait que l'aide ne peut être ponctuelle, elle doit être constante et ininterrompue. Sans cela, il n'est pas possible de rêver d'un match nul dans cette guerre. La situation du pays ne dépend pas uniquement de ses propres efforts, mais aussi du soutien européen et, surtout, américain. Patricia, Marcelo, alors que nous approchons de la fin de ce programme, nous réfléchissons à la rapidité avec laquelle les informations circulent et aux images que Sergio a partagées, qui nous ont impressionnés. Il y a encore beaucoup à explorer dans les futures éditions, mais pour l'instant, c'est un privilège d'avoir partagé cet espace avec vous, Aël, Sergio et Patricia. C'est avec une immense satisfaction que je m'adresse à vous tous qui nous suivez sur Internet.
L'opportunité de contribuer à ce débat est quelque chose que je valorise profondément, et je suis impatient de continuer à apporter la perspective latino-américaine à nos riches conversations internationales. Mes sincères remerciements à vous tous. Marcelo, participer avec toi aujourd'hui, dans ce moment si spécial et professionnellement significatif, a été un véritable honneur. Être ici en Ukraine, apportant une interview aussi importante que celle que nous avons vue avec le président Zelensky, est un jalon qui mérite d'être partagé. Et partager cet espace avec Marcelo Torres, Patricia Vasconcelos et Sergio Uch, dont les parcours remontent à nos racines au Minas Gerais, est un privilège qui transcende le professionnel, touchant le personnel. Je suis extrêmement honoré et heureux de partager l'écran avec ces deux icônes du journalisme télévisé brésilien qui, en plus d'être des amis chers, sont des professionnels que j'ai toujours admirés et que je continue d'admirer. C'est avec une grande joie que j'annonce que notre programme compte désormais sur la présence illustre de Marcelo Torres, qui élèvera nos discussions sur l'Amérique latine bien-aimée. Un baiser affectueux à tous ceux qui ont été avec nous. Nous nous retrouverons le vendredi prochain. Nous espérons avoir Louise Weber de retour avec nous, apportant encore plus de richesse à notre programme. D'ici là, un baiser à tous et continuez avec nous dans ce voyage d'information et de découverte.